Bien, on va laisser encore allez, 1 minute, non même pas, ça y est, c'est l'heure de reprendre les échanges. Tout le monde a pu profiter de la pause. Et nous allons parler IA, data, nouvelles techno, outils connectés au service de l'assurance marine, maritime, avec nos intervenants. Vous avez vu, on a un beau panel, on a 6 intervenants qui ont répondu à l'appel pour apporter leur éclairage sur ce sujet. Merci donc à vous 6 d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de vos solutions, outils respectifs que vous développez, j'ai envie de faire un petit rapide tour de table pour que vous vous présentiez, expliquiez voilà, pour vos entreprises la date de création, combien vous êtes, et voilà ce que vous faites, mais en quelques mots simplement, parce qu'après bien sûr on va rentrer un peu dans le détail. Laurent Barbagli, je vous laisse lancer les hostilités. Merci beaucoup Stéphanie, bonsoir à tous. Ravi d'être là après 2 jours passionnants et excitants. On a beaucoup parlé de risques. Alors MeetRisk, on est une plateforme SaaS, c'est-à-dire on met à disposition de nos clients, assureurs, courtiers, assurés, des solutions concrètes de gestion de la chaîne de valeur de l'assurance. Et comment on le fait? En transformant les milliards de data en process opérationnel. La plateforme SaaS a 2 ans et on peut dire en early stage, c'est-à-dire qu'on est une jeune pousse avec 5 collaborateurs mix assurance, technologie et data. On a levé 500 000 € auprès de leaders de l'assurance, de l'assurance maritime, qui nous soutiennent. Et en termes de traction commerciale, on a une bonne traction commerciale avec des cas d'usage qu'on teste et qu'on travaille avec une dizaine d'acteurs au niveau mondial. Voilà ce que je peux vous dire en synthèse. Super, merci beaucoup. Alexis Cordero. Bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà. Donc moi je travaille pour LVCA Assurance, donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent ici. LVCA Assurance est un assureur spécialisé dans les risques d'entreprise, notamment autour du secteur du transport et du maritime. On a plus de 100 ans d'existence, donc on a une certaine expertise dans le risque. On est 480 personnes à peu près en France, réparties sur l'ensemble du territoire par délégation, et on a fait l'année dernière un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Voilà, en quelques mots. Très bien. Julie Guédon chez Cinet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être ici pour vous parler de Cinet. Cinet, c'est une entreprise scientifique normande qui a été créée en 2008 et qui intervient dans le domaine de la donnée environnementale maritime. C'est-à-dire que la mission de Cinet, c'est de pouvoir concilier efficacité opérationnelle, mais également respect et préservation de l'environnement et de la biodiversité. Alors comment on le fait? On le fait grâce à de la donnée. Une de nos solutions phares, c'est le tracking de conteneurs, de navires. On va également rajouter des données sur lesquelles je pourrais argumenter dans quelques instants. Mais nos solutions, on les propose à tous les acteurs du maritime pour leur donner de la visibilité, que ce soit les commissionnaires de transport, les chargeurs, mais également les assureurs maritimes. Et pour vous donner quelques chiffres sur Cinet, aujourd'hui Cinet, c'est une centaine de collaborateurs un peu partout en France, le long des côtes. Et également, Cinet enregistre une croissance de 50% par an depuis 5 ans. Merci beaucoup, Louis, pour Predictis. Merci. Chez Predictis, ce qu'on fait, c'est qu'on organise toute l'information juridique. Donc, on va récupérer l'intégralité des décisions de justice, des textes de loi, toute la doctrine qui est en libre accès. Au total, un petit peu plus de 25 millions de documents juridiques. Et on organise ça dans un moteur de recherche qui est extrêmement ergonomique, très performant, et sur lequel on branche des services. Par exemple, un outil d'analyse statistique de la jurisprudence pour calculer les chances de gagner un procès, les montants d'indemnité, ou par exemple un outil un peu à la ChatGPT mais qui a la particularité de répondre en citant les sources qui sont présentes dans la base de données. Cet outil, on le déploie aujourd'hui assez largement auprès de quasiment 600 clients, dont 17 grandes compagnies d'assurance qui l'utilisent soit pour gagner du temps dans l'accès à l'information, soit pour arriver à mieux négocier, mieux provisionner. Daniel Pigas pour Unseen Labs. Bonjour à tous. Unseen Labs, c'est une entreprise qui a 10 ans maintenant, qui est basée à Rennes en Bretagne et qui est spécialisée dans la surveillance maritime. Pour cela, nous avons 2 activités. Nous sommes à la fois opérateurs de satellites, avec 13 nanosatellites dans l'espace qui tournent autour de nous en ce moment, et beaucoup de tirs prévus d'ici la fin de l'année. Et nous sommes fournisseurs de data. Cette data, c'est la radiofréquence.
qui nous est fourni par les satellites et qui va nous permettre de géolocaliser, de traquer, de suivre un bateau lorsqu'il est en mer, surtout lorsqu'il souhaite ne pas être vu. Voilà. On travaille beaucoup avec les États des différents pays, du garde-côte néo-zélandais au ministère des Pêches japonais. Et on travaille aussi beaucoup dans le secteur du privé, justement, sur toutes les issues et tous les problèmes que l'on peut trouver en mer. Et enfin, Cédric Rosemont pour Traxens. Oui, donc Traxens, je pense que tout le monde connaît Traxens, on en parle depuis maintenant 12 ans. C'est une entreprise qui s'est créée en France, à Marseille. Aujourd'hui, on est répartis sur 3 territoires, enfin Marseille, Toulouse et également en Suisse, avec une forte collaboration avec MSC. On fournit en fait aux armateurs et aux transitaires des solutions pour traquer physiquement les containers. On ajoute des appareils électroniques sur chacun des containers qui doivent être sécurisés d'une certaine manière ou pour laquelle la cargaison doit être aussi sécurisée et contrôlée. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les cas d'usage qui sont aujourd'hui les plus préoccupants, ceux qui amènent réellement au déploiement et vous verrez que c'est maintenant et qu'on peut utiliser la donnée. Bon, on va rester un peu avec vous, on va se concentrer donc sur les solutions déjà de collecte de la data, parce qu'on parle IA, mais il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de data, donc c'est un peu à la base. Avec vous, Cédric Rosemont, pour Traxens, d'ailleurs je crois qu'on a une vidéo, si elle fonctionne. Oui, ça marche bien, donc on ne met pas le son parce que vous êtes là, on en profite, hein. C'est vous qui allez nous raconter, ça permet un peu d'illustrer quand même vos solutions. Voilà, je ne vais pas forcément la commenter, je vous l'ai dit, en fait on équipe les containers maritimes et donc en multimodal, hein, pas que pour le maritime. Ces containers, on va les équiper de 2 manières, soit par le biais de l'armateur, il possède les containers, donc il va mettre de manière définitive et durable un tracker sur le container, il va l'accrocher avec des rivets et le container va pouvoir être traqué pendant 10, 12 ans aujourd'hui avec des trackers qui vont avoir des panneaux solaires. Deuxième orientation qu'on peut prendre aussi, c'est de suivre uniquement la cargaison et donc de vendre des trackers aujourd'hui uniquement aux transitaires ou aux chargeurs eux-mêmes qui vont pouvoir suivre leurs marchandises. Vous connaissez déjà tous les data loggers, là on parle de connectés, donc on parle de trackers qui vont émettre l'information en temps réel. Ça va vous donner une information de géolocalisation du container quasiment toutes les 15 minutes aujourd'hui. Donc basé sur le réseau cellulaire, vous allez recevoir l'information du container à l'endroit où il est, en plein milieu d'un pays d'Amérique latine. Vous allez pouvoir savoir si la porte a été ouverte, la durée de l'ouverture de porte, si le container a subi des chocs, une température excessive par rapport à un seuil que vous auriez positionné. Donc tout ça, ça va permettre des cas d'usage où on va pouvoir réagir pour certains d'entre eux en temps réel, d'autres on ne peut pas réagir, mais sur lesquels on va pouvoir constater et de manière très précise ce qui s'est passé. Donc ça, pour l'assureur aujourd'hui, il y a 2 cas en fait, hein. Il y a une logique de prévention pour certains cas où on va vouloir pallier peut-être certains vols ou certains containers qui auraient été débranchés sur un port avec une forte valeur marchande à l'intérieur mais dont la température qui excéderait un certain seuil pourrait être très critique. On va demander alors à ce moment-là des contre-mesures, on va demander d'aller le rebrancher. Et puis d'autres cas sur lesquels le container il s'est passé, le risque a été avéré et on va pouvoir aussi identifier qui était le responsable à ce moment-là. Et donc ces solutions, elles sont aujourd'hui disponibles parce que pendant 10 ans, en fait, on les a promues pour pouvoir les déployer sur ces cas à la demande, mais depuis quelques mois maintenant, quelques années, les armateurs se sont emparés du sujet aussi pour leur propre cas d'usage, de manière à pouvoir, sur 2 orientations, bénéficier aussi de savings, comme on dit, des réductions de coûts, en équipant tous les containers connectés pour éviter d'avoir des techniciens qui devraient aller faire ce qu'on appelle des pré-trip inspections, c'est-à-dire l'inspection du container, savoir s'il fonctionne bien, etc. avant. Donc aujourd'hui, tout ça se fait de manière automatisée parce que quasiment la plupart des armateurs, des gros armateurs, ont déployé une connectivité sur leur flotte de containers réfrigérés. Et pour le second point des armateurs aujourd'hui qui est très préoccupant, c'est notamment la sécurisation des containers pour des trafics illicites qui se sont aujourd'hui qui sont rencontrés dans beaucoup de pays dont on connaît les risques de trafic de drogue, des trafics de bois précieux, des trafics d'espèces rares. Et aujourd'hui, l'industrie du smart container avec le top 5 des armateurs a démontré ces 3 dernières années que l'usage d'un smart container capable de détecter l'ouverture de porte de manière très précise pouvait permettre de la contextualiser avec des algorithmes d'active learning, machine learning, et de pouvoir fournir aux douanes une alerte précise
qu'un container doit être inspecté. Alors contrairement au vol, un vol qui apparaît et il faut réagir dans la demi-heure pour éviter que la marchandise soit volée, c'est très difficile avec ce type de tracker, mais une contamination, un container qui est pollué par des marchandises illicites, on peut réagir puisqu'en fait on a tout le temps jusqu'à l'arrivée au port de départ, au port de destination, pardon, de pouvoir demander une inspection et éviter. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 30 tonnes de cocaïne qui ont été évitées par l'industrie du smart container, utilisant le smart container pour prévenir les douanes. Combien de trackers déployés par Traxens? Aujourd'hui, on a déployé plus de 150 000 trackers, on continue à en déployer de manière très régulière, particulièrement sur ces sujets de sécurisation. Mais pour parler de l'industrie au sens large, nous on travaille avec le top 3 des compagnies maritimes depuis un petit moment, et particulièrement avec le numéro 1. Mais le numéro 5, comme c'est bien souvent le cas dans la digitalisation, Hapag-Lloyd, depuis ces 2 dernières années, avec d'autres fournisseurs, mais qui font partie de l'industrie pour moi et que je cherche à toujours promouvoir, Hapag-Lloyd a déployé la totalité de sa flotte de containers dry. Avec de la géolocalisation pour commencer, uniquement de la géolocalisation, toutes les 15 minutes vous recevez l'information d'où se situe le container, mais également avec maintenant des options qui arriveront sur la détection d'ouverture de porte, parce que les douanes demandent de plus en plus aussi cette garantie que le container n'a pas été pollué, qu'il n'y a pas eu d'intrusion. Et puis bon, comme on le sait, ça va servir plein d'autres industries dans lesquelles aussi on veut garantir la traçabilité de la marchandise à l'intérieur. Je parlais de vol quand on veut détecter une intrusion dans un container, mais quand on transporte une marchandise qui ne doit pas avoir été touchée par un tiers, marchandise médicale ou même des matériaux qui vont être utilisés dans des salles blanches ensuite, etc., eh bien la garantie de la porte qui est restée condamnée, fermée, est très importante. Alors Unseen Labs, vous aussi, vous collectez de la data qui est ensuite analysée et utilisée par le monde de l'assurance notamment, grâce à vos satellites. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez, vous aussi, des exemples de cas d'usage pour le monde de l'assurance des data que vous collectez? Donc, nous, la data, c'est la radiofréquence. On parle d'émissions électromagnétiques qu'on va capter d'un bateau. Tous les bateaux, lorsqu'ils sont sur l'eau, ils émettent une radiofréquence que l'on détecte. Évidemment, on peut détecter les bateaux de différentes manières. On a l'AIS, lorsqu'il est allumé, qui permet de géolocaliser un bateau, de l'identifier de manière très très simple. Mais malheureusement, dans les faits, l'AIS n'est pas constamment allumé, pas 24 heures sur 24, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est pour ne pas se faire détecter quand on a une zone de piraterie, notamment? Ça peut être exactement pour ne pas se faire détecter en zone de piraterie, ou lorsqu'on est un bateau de pêche et qu'on est sur une zone très prolifique, on ne veut pas le donner on veut pas donner la position à ses collègues, donc, ou ça peut être un problème technique. Dans la majorité des cas, le problème n'est pas technique, c'est juste qu'on ne souhaite pas montrer où est-ce qu'on est. Donc ça peut être une zone sous embargo, ça peut être une zone sur laquelle on n'avait pas prévu d'aller, ou un port dans lequel il n'était pas prévu du tout qu'on s'arrête. Donc nous, on va utiliser la radiofréquence. La radiofréquence, c'est un format qui est extrêmement utile parce que via nos satellites, on peut surveiller des zones qui sont extrêmement larges. On est sur une surface d'environ de près de 600 km par 600 km. Donc ça permet d'avoir une vue très régulière sur n'importe quelle zone maritime dans le monde. Nos satellites font le tour de la Terre du pôle sud au pôle nord en permanence. Donc toutes les zones sont couvertes. La radiofréquence, ça permet aussi d'être écouté, d'être vu, quelles que soient les considérations météorologiques, le jour, la nuit, en cas de brume, de vent, de neige. Aucun bateau n'est pas détectable par nos satellites. Ça ne peut pas arriver, quelles que soient les conditions. Il y a d'autres moyens d'observer les bateaux qui peuvent être de l'optique, par exemple via les satellites, mais là on va être soumis à des considérations météorologiques. Et la radiofréquence, c'est extrêmement précis aussi comme donnée, puisqu'on est à peu près de l'ordre du kilomètre. Sur les océans. On a fait une table ronde hier justement sur la météorologie spatiale et les tempêtes solaires, donc ça n'a pas d'impact significatif. Les tempêtes solaires peuvent impacter nos satellites. Oui. Mais la météo sur Terre n'impacte pas du tout la visualisation qu'on va faire d'une zone. C'est très clair, c'est concret, en effet, merci beaucoup. Alors, donc, vous collectez des données, Traxens, Unseen Labs, qui peuvent être ensuite utilisées, complétées par d'autres acteurs présents sur scène aujourd'hui. Je pense notamment à Mitris, que vous définissez plus comme une data factory, si je ne dis pas de bêtises. Alors, comment vous traitez ces données ? Oui, exactement. C'est vrai qu'on on n'est pas collecteur de données brutes, de données de base. On va plutôt être des gens qui allons transformer la donnée, telle que la vôtre. Et toute l'idée, c'est peut-être un chiffre qu'on peut garder en tête. Il y a à peu près 500 millions de signaux émis quotidiennement par la flotte mondiale des navires de commerce. Ça fait des trillions de données que vous êtes en train d'enrichir. Tout notre boulot, nous, c'est par rapport à
cette richesse, mais aussi cette complexité pour attraper la valeur, de le transformer par nos algorithmes en cas d'usage opérationnel pour les métiers de l'assurance. Alors peut-être des exemples de cas d'usage, parce que j'attendais la question de Stéphanie. Le premier, on est parti d'abord sur le corps de navire, qui est un sujet qui est déjà bien connu. On a développé un algorithme qui tend à prouver mathématiquement que tel profil de risque est différent d'un autre. Comment on le fait en fait? On agrège, on corrèle les données et on a créé notre propre base d'incidents maritimes et on prouve par l'algorithme que telle ou telle caractéristique est discriminante parce qu'on le retrouve dans la base d'incidents, qu'on a plus ou moins d'incidents selon qu'il y a telle ou telle caractéristique. Et donc on a entraîné nos modèles, on a eu 4 ans de R&D pour arriver à ce résultat, et c'est assez puissant. On a fait un test là avec un de nos clients où on avait noté son risque sans avoir les sinistres de ce client, et ça tombait pile poil la sinistralité historique selon les profils de risque. Donc ça fonctionne bien. Et nous, tout ce qu'on essaye d'apporter, ce cas d'usage, il est technique et data et IA. Et en même temps, on a développé une UX, un design, une ergonomie extrêmement simple. Bon, je suis un ancien utilisateur, côté assurance ou courtier ou client, et j'avoue que j'étais parfois un peu frustré par les outils qu'on mettait à disposition. Donc là, on a voulu faire vraiment très simple. Si je dis qu'on appuie sur un bouton, c'est un peu ça. On appuie sur un bouton et on screen un bateau, une flotte, un portefeuille. On a aussi développé des cas d'usage sur le sujet dont on parle beaucoup depuis hier et avant, sur le risque de guerre, avec la capacité à pouvoir avoir une alerte en anticipation sur le fait qu'un bateau va rentrer ou va sortir, et pour permettre de sécuriser la couverture, d'avoir le temps de négocier comme il va bien, jusqu'à émettre de façon automatique l'avenant et la facture de prime pour digitaliser ce qui peut l'être. Voilà 2 exemples de cas d'usage, j'en ai encore d'autres, et d'autres en cours de développement. Merci beaucoup. Julie Guédon, Cinet, il y a une spécificité à Cinet, je vais revenir sur notre présentation, c'est qu'historiquement c'est un bureau d'études avec un fort tropisme environnemental. D'ailleurs, au sein de Cinet, vous allez nous le dire, il y a vraiment des experts de la question. En quoi vous vous distinguez, vous ? Alors c'est vrai qu'historiquement, Cinet, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les thématiques liées à l'océan et à l'environnement. Et on a donc décidé il y a quelques années de capitaliser sur cette double expertise tech et maritime pour développer donc des solutions. Aujourd'hui, on va agréger de la donnée de sources très exhaustives. On récupère de la donnée à la fois logistique mais aussi environnementale. Donc on pourrait tout à fait récupérer d'ailleurs de la donnée chez nos confrères présents aujourd'hui pour pouvoir enrichir notre base de données. Donc nous on récupère de la donnée satellitaire, mais on va aussi avoir des connexions avec les compagnies maritimes et les commissionnaires de transport. À cela, on va aussi utiliser nos données internes. Donc on possède 350 terabytes de data liées à l'environnement. Donc ça va être des données liées aux données métocéaniques, liées au CO2, liées au bruit, aux risques, aux zones de risque d'un point de vue zone protégée. Et donc grâce à toutes ces données qu'on va collecter, on va ensuite les enrichir également grâce à nos technologies et à nos algorithmes. L'idée, c'est de pouvoir être en mesure de communiquer des informations à nos utilisateurs, même si la donnée est parfois instable, difficile d'accès ou pas forcément updatée comme on le souhaiterait. Predictis, c'est un positionnement un peu différent des autres intervenants. Vous êtes vraiment spécifiquement positionné sur le juridique, donc c'est vraiment aidé notamment dans la rédaction des contrats d'assurance, des avenants, etc. Vous vous appuyez sur ChatGPT, l'IA générative, vous l'avez dit. Concrètement, ça apporte quoi à l'assureur? C'est un gain de temps? Les cas d'usage diffèrent un peu selon votre profil d'utilisateur. J'ai vu passer par exemple, les logos de Clyde & Co, qui est un cabinet d'avocats, qui est un de nos fidèles clients, ou celui d'AXA, dont plusieurs filières sont abonnées. Si vous êtes juriste d'entreprise, vous n'allez pas tirer exactement le même bénéfice de l'outil que si vous êtes juriste chez un transporteur, par exemple, ou si vous êtes un avocat. Néanmoins, pour schématiser, je dirais qu'il y a 3 gains qu'on constate auprès de nos utilisateurs. Le premier, c'est d'accéder à de l'information plus facilement. Vous le savez, si vous-même vous avez un parcours de professionnel du droit, il y a énormément d'informations juridiques qui est disponible. Les outils pour y accéder sont traditionnellement assez peu ergonomiques,
pas toujours très performants. Nous, on a apporté une couche d'IA qui permet d'accéder très facilement à toute l'information juridique qui est disponible, y compris quand elle est un peu cachée ou difficile d'accès. Donc la première chose qu'on constate à des niveaux différents en fonction des métiers, mais c'est un gain de temps, une grande facilité dans l'accès à l'information brute du texte de loi, de la décision de justice, de l'article de doctrine. Le deuxième gain qui est vraiment spécifique au métier de l'assureur, de l'assurance, c'est la capacité à mieux anticiper les risques, à mieux négocier, à mieux provisionner. Ça, c'est permis par un outil spécifique dans la plateforme, qui est l'outil d'analyse de risque, qui a pour objectif de faire des stats basés sur un panel de décisions de justice qui correspond à votre cas, dans lequel vous pouvez évaluer les chances de gagner un procès, les montants d'indemnité, et jouer en fonction de différents paramètres. Est-ce que la chaîne du froid a été brisée? Est-ce que, je ne sais pas, il y a un expert qui a donné un avis dans ce dossier? Est-ce que vous avez pris tel avocat ou tel autre? Devant quelle juridiction vous allez devoir plaider? Tout ça, c'est des paramètres avec lesquels vous pouvez jouer, qui ensuite servent à maximiser le taux de résolution amiable d'environ 5% quand on fait des études de cas. Voilà. Donc, c'est pas énorme, mais il y a quand même un gain qui présente un ROI fort pour la solution. Et donc, après avoir faciliter le fait de rechercher ou de trouver, après avoir facilité le fait d'analyser, de négocier, il y a aussi tout un pan de productivité qui est permis notamment grâce aux outils de GenAI qu'on a intégrés il y a maintenant un petit peu plus d'1 an et demi sur la plateforme, qui permettent de gagner beaucoup de temps pour rédiger une note, rédiger un contrat, ou plutôt une clause d'un contrat, rédiger un mail, traduire un document. On a intégré tout ça dans la plateforme avec une particularité, c'est que nous avons une approche holistique de l'information. Donc dans la plateforme, vous pouvez accéder non seulement à toute l'information externe, toute l'information juridique externe, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, à toute l'information interne. Donc on se branche de façon sécurisée sur tout ou partie de la doc interne de nos clients, sur leur GED, leur Drive, leur iManage, leur SharePoint, peu importe là où est la donnée, même si elle est éclatée, on arrive à la récupérer et à nourrir comme ça les réponses de notre outil d'IA générative et à reprendre, si vous voulez, les bonnes pratiques des modèles dans la mesure du possible, pour reprendre, c'est notre souhait, la patte, un peu le style qu'on peut trouver, la plume contractuelle, comme on dit, pour gagner beaucoup de temps ensuite en termes de productivité pour les équipes. C'est très fin. Alexis Cordero, vous, votre métier, c'est d'être à l'affût de tout ça, de toutes ces solutions qui existent, de les développer en partenariat avec aussi ces entreprises, ces startups pour certaines. Vous êtes utilisateur chez Helvetia de certaines des solutions présentées aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et je pense que j'aimerais présenter 3 projets significatifs qu'on a travaillé à Helvetia, dont un qui est un peu la genèse, parce qu'il a été lancé en 2018. Donc c'était vraiment notre premier projet autour de la data et de l'objet connecté, et 2 autres qui sont en collaboration avec 2 entreprises ici présentes, Unsilab et Traxens. Donc le premier projet à Helvetia, il faut savoir qu'on assure donc un de nos marchés, c'est l'assurance de bateaux de plaisance dans des zones notamment à risque climatique important, notamment les Antilles et Caraïbes. Et donc je pense que comme certains assureurs ici s'en souviennent peut-être, mais en 2017, il y a eu 2 ouragans, Irma et Maria, qui ont vraiment causé beaucoup de dommages dans cette zone-là. Certains assureurs sont partis. Nous, Helvetia, on a fait le choix de rester pour continuer à accompagner nos courtiers et nos assurés dans cette zone qui est quand même assez risquée. Mais par contre, on a voulu mettre en place des solutions pour gérer notre risque, maîtriser notre risque de manière plus fine. Et donc, on a déployé des balises satellites sur l'ensemble de ces bateaux de plaisance dans cette zone-là, ce qui nous permet d'avoir la position de ces navires-là pour connaître notre exposition exacte quotidiennement et notre cumul dans cette zone. Donc vraiment gérer beaucoup plus finement ce risque-là. Aujourd'hui, c'est toujours en place, donc c'est un projet qui continue à bien fonctionner. Ça a quand même des défis financiers et logistiques qui a été au début difficile de résoudre, mais aujourd'hui on a une très bonne expertise et je dirais ça nous permet voilà, d'avoir été agile et d'avoir continué à accompagner justement nos clients. Un projet donc, que l'on travaille depuis 1 an et demi maintenant en collaboration donc, avec Traxens sur le fait de mettre en place des trackers sur des conteneurs d'assurés qui transportent de la marchandise sensible.
Donc ça va être de la marchandise autour du luxe, la pharma, l'alcool, l'électronique, voilà. Donc tout ce qui va être soit sensible, je dirais, au vol, soit pour des raisons aussi de température ou de données. Donc ça c'est un projet qu'on a déjà équipé quelques assurés. Et le dernier projet qui est intéressant, comme l'a évoqué justement Damien, aujourd'hui, la plupart des assureurs, et c'est le cas d'Helvetia, ont des systèmes qui permettent d'avoir la position des navires que l'on a en portefeuille, donc notamment en corps maritime, pour connaître leur position partout sur le monde par l'AIS. Donc aujourd'hui, ça nous permet de gérer nos cumuls et je dirais de connaître l'emplacement de ces navires, notamment dans des zones à risque. On l'a évoqué durant ces 2 jours. Et donc ça nous apporte de l'information, on gère plus finement notre exposition. Par contre, comme l'a évoqué Damien, l'AIS aujourd'hui peut être en défaut pour différentes raisons, et donc on est en train justement de travailler ces cas d'usage pour essayer d'avoir, je dirais, 100% de la visibilité de l'ensemble des navires. Est-ce que vous avez des exemples, parce que moi j'aime bien le concret, de situations, de sinistres, de litiges où ces solutions, ces technos, ont pu prouver leur impact très positif? Alors j'ai des exemples, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tout cas les bénéfices qu'on en retire, je dirais, c'est que la donnée, par exemple si on met en place un tracker comme pour TrackSense, ça va nous permettre, lors d'un sinistre, de savoir exactement et factuellement ce qui s'est passé. Et donc typiquement ces données-là, on va les récupérer lors de sinistres et ça va nous permettre de faire des expertises beaucoup plus rapides, d'indemniser plus rapidement nos assurés et également de pouvoir faire des recours avec des données factuelles. Donc ça peut être sur par exemple de la chaîne de froid. On va suivre des conteneurs avec des marchandises sous température dirigée, donc on va pouvoir savoir lorsqu'il y a eu par exemple un défaut du conteneur, de comprendre quelles a été les problématiques liées à ça. Et pareil, je dirais, sur notre contexte un petit peu de balise en plaisance, on va pouvoir justement connaître l'emplacement des différents bateaux qui ont pu avoir aussi des problématiques suite à ça. Donc c'est vraiment je dirais, une aide déjà vraiment à la compréhension d'un sinistre, et après de manière, mais on n'y est pas encore, de manière préventive, essayer d'équiper un maximum d'assurés pour là comprendre que certaines, peut-être, je pense que les autres intervenants vont en parler, mais que certaines parties de la chaîne logistique, il peut y avoir des points un peu plus difficiles où il faut agir de manière préventive sur certaines lignes, en fait, tout simplement. Et ça, on peut le voir a posteriori en récupérant plusieurs mois, années de données sur ces types de chaîne logistique. J'ai envie de vous poser un peu la même question à tous, si vous avez des exemples effectivement assez concrets d'un impact positif de vos solutions, quantifiables. C'est pas toujours facile à mesurer. Si vous voulez réagir, Laurent Barbagni. Volontiers. Avec un assureur, on a essayé d'estimer la productivité, le gain de productivité avec un outil comme le nôtre qui évite d'aller sur la source numéro 1, numéro 2, numéro 3, on a tout sur un seul portail. Il a estimé de 10 à 15% à peu près sur son équipe de souscripteurs le gain de productivité, donc c'est assez conséquent. Bon, il y en a même un client qui nous a dit j'ai réussi à souscrire en 2 heures le 3 jours, ça c'était pas sur toute l'équipe, sinon ça aurait été encore plus spectaculaire, mais c'est un exemple. Ça c'est un exemple de productivité. Peut-être un autre exemple sur la sécurité des couvertures. On discutait avec un client qui nous disait tel bateau il est rentré en zone de guerre à telle date, le 15 mars, et le client a déclaré 15 mars zone de guerre, puisque vous savez que pour être couvert en zone de guerre il faut le déclarer, sinon on n'est pas couvert. Et nous on lui dit non, c'était pas le 15 mars, c'est le 14 mars. Il dit non. Alors, on monte, on prouve, parce qu'on a un outil extrêmement fin et avec un bon tracking, et c'était effectivement la veille, le 14 mars. Et on a constaté que si le bateau avait coulé pour des raisons de guerre entre le 14 et le 15, il n'était pas couvert. Donc là c'est un enjeu de sécurité, de pouvoir suivre et de pouvoir détecter quasiment en temps réel le fait qu'un bateau est à tel ou tel endroit.
Et puis le dernier point, alors il est toujours un peu plus difficile à mesurer en termes d'équilibre technique de loss ratio, mais le fait de pouvoir discriminer les primes en fonction des profils de risque, de pouvoir screener un portefeuille en ayant des groupes de risques qui sont à telle note et d'avoir pourtant des prix qui sont différents, permet d'ajuster et d'avoir un pilotage du portefeuille et d'avoir un pilotage de son loss ratio. C'est ce qu'on voit aussi avec notre marché. C'est très clair. Julie Guédon, chez Ciné, il y a des exemples aussi qui vous reviennent? Alors nous, c'est vrai qu'historiquement, on va surtout travailler avec les commissionnaires, les shippers, les entreprises qui ont besoin de traquer leurs marchandises ou leurs navires pour pouvoir donner de la visibilité à leurs clients, pour pouvoir organiser la logistique qu'il y a derrière. Mais c'est vrai qu'on travaille, parce qu'on a été sollicité par plusieurs acteurs de l'industrie des assurances maritimes sur un projet avec Adam Assurance qui consiste justement à agréger nos données de tracking et d'associer des données liées à des zones qu'on peut identifier, qui permet justement d'anticiper lorsque un navire va se rapprocher ou rentrer dans cette zone. Donc c'est pas seulement des zones à risque de guerre, ça peut être aussi des zones protégées, ça peut être des zones où il y a un enjeu climatique particulier, ou tout simplement une zone, il va y avoir un port congestionné qui va générer forcément du retard. Donc nous, notre objectif, c'est d'améliorer l'efficacité opérationnelle en donnant de la visibilité, en faisant gagner du temps. Donc l'idée, c'est de ne plus gérer manuellement cette recherche de l'information, mais de pouvoir récupérer de la maîtrise sur son activité. C'est pour ça qu'on a mis aussi en place un système d'alerte qui permet justement d'être informé lorsqu'il y a une situation à risque de sinistre ou à risque de retard. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille sur la mise en place d'un chronomètre qui permet justement de calculer automatiquement le temps passé d'un objet mouvant dans une zone à risque, qui permet derrière justement de calculer les primes associées. Alors ça, c'est un sujet qu'on est encore en train de développer, donc on est tout à fait ouvert à recueillir vos besoins et vos idées sur le sujet. L'appel est lancé en tous les cas. J'ai envie de décliner, de continuer mon tour de table avec vous, Louis. C'est jamais facile de calculer ou de prouver un ROI. Moi, sur Predictis, pour citer Adam Assurance et Antoine Lucchio, que je salue, avec qui j'ai discuté juste avant d'entrer ici, j'ai l'impression par exemple qu'un cas d'usage qui est très clair, c'est celui d'accéder à de l'information à laquelle on n'accédait pas avant. Le fait d'avoir toutes les décisions de justice, toute l'information ou presque réunie au même endroit, déjà ça c'est super pour prendre des bonnes décisions. C'est super en termes de sécurité juridique. Donc c'est difficile de chiffrer, de mettre un ROI sur la sécurité juridique, mais en tout cas c'est souvent déclaré comme un bénéfice de la plateforme. Chez Generali, par exemple, on a fait l'effort d'essayer de chiffrer le gain de temps ou le gain de productivité permis par notre solution. L'impact est fort, hein. On est en plus 10, plus 15% de gain de productivité, plus 20% en fonction des métiers, des personnes qui déclarent. Mais là, il y a un gain de temps qui est manifeste dans le fait d'accéder très vite à l'information, pas seulement d'accéder à l'information, mais d'y accéder très vite, et aussi dans le fait de pouvoir produire de l'information, des blocs de texte, des clauses. Et enfin, sur la dernière partie, sur la négociation, permise par les stats qu'on fait sur les décisions de justice, les fameuses chances de succès, montant d'indemnité. Là aussi, ça dépend des équipes. On a eu, ça ne change rien, et on a eu jusqu'à plus 5, plus 6% de taux de résolution amiable. Et là-bas, il suffit de faire le calcul. Je ne sais pas combien vous êtes de taux de résolution amiable. En général, on a des cas qui vont de 70 à 85, 86%. Vous prenez le coût moyen d'une procédure et vous faites le calcul avec le plus 5% que ça vous permet. Le ROI, évidemment, plus vous êtes une structure importante, plus il sera fort. Ça rentabilise très largement la solution dans tous les cas, ce qui je pense une des raisons aujourd'hui de l'adoption de Predictis par un grand nombre de compagnies d'assurance. Damien Pigas.
On a un cas intéressant qui peut illustrer un peu ce que nous faisons. Il y a un de nos clients, il y a quelques temps, qui nous a demandé de suivre un de ses bateaux qui avait un comportement assez étrange et qui souvent justement éteignait tout pendant des longues périodes. On a commencé par une recherche en intériorité. À nouveau, nos satellites scannent les océans en temps réel et on s'était aperçu qu'il devenait très discret beaucoup trop de temps. Donc il éteignait tous ses émetteurs pour pas qu'on voit un comportement qu'on pourrait penser délictueux, hors problème technique. Et on a suivi ce bateau une fois qu'on l'avait identifié et on s'est aperçu qu'il traînait beaucoup dans le golfe de Venezuela, qui est une zone qui est très compliquée. Et nos analystes ont finalement trouvé, en suivant ce bateau, qu'il restait très longtemps à côté d'un autre bateau pendant de nombreuses heures. Et on était dans un cas flagrant de ce qu'on appelle le ship-to-ship transfert, donc de transbordement de pétrole sous embargo. Donc d'un doute sur un bateau qui avait un comportement étonnant, on est arrivé à des faits qui était complètement avéré. Donc on est passé vraiment d'une recherche en amont sur la réputation de ce bateau, qui n'était pas excellente, à des faits de fraude complètement avérés. Oui, c'est très clair en effet. Et chez Traxens ? Alors chez Traxens, on a énormément de cas. J'imagine, il faut faire un choix. Sur lesquels il est difficile aussi de chiffrer parce que effectivement les assureurs ou les chargeurs avec lesquels on travaille ne nous communiquent pas le risque évité et bien souvent même on n'est pas au courant, même si on sait qu'il y a des biens à forte valeur marchande dans les containers, de la valeur exacte du container. Ce que l'on peut citer quand même, et au nom de l'industrie, de l'ensemble des armateurs et des smart containers aujourd'hui, c'est que sur les 1,8 million de containers réfrigérés, si on prend cet exemple, qui circulent dans le monde aujourd'hui, sur les 30 millions, on a environ 1,8 million de containers réfrigérés. Il y en a 600 000 qui sont déjà connectés. Et malgré ce que pensent certains assureurs, pour travailler avec les armateurs, la donnée qui va être proposée dans la plateforme que fournit l'armateur pour visualiser la donnée du container réfrigéré, c'est-à-dire la température suivie, l'endroit où elle s'est arrêtée, les defrosts, c'est-à-dire la manière dont la température est contrôlée dans le container, tout ça est fourni en toute transparence. Et pourquoi c'est fourni en toute transparence? Parce que les compagnies qui ont décidé de le faire, les armateurs, elles ont aussi décidé de soigner leur process, de ne plus laisser des containers débranchés, etc. Donc, je vous laisse face à vos gestionnaires de sinistres et aux probabilités de containers qui ont été débranchés ces 10 dernières années, pour se dire qu'on va évoluer vers un monde, vous le disiez, avec plus de transparence et donc forcément moins de sinistres qui pourraient être du coup reprochés à certaines des parties prenantes sur la chaîne de transport. Donc c'est une évidence qu'aujourd'hui cette visibilité donnée par l'équipement de chacun des containers et demain de chacun des containers aussi standards, qui là représente donc du coup les 28 millions de containers restants, va donner des possibilités. Je le disais tout à l'heure, ces possibilités-là seront limitées pour certains cas d'usage à de la réaction et d'autres à éventuellement un constat et un recours. Après, peut-être juste quand même pour expliquer aujourd'hui la manière dont ça doit fonctionner d'un point de vue assureur, c'est que la donnée, enfin le tracker qui est acheté et qui est mis sur les containers est soit acheté directement par la compagnie maritime, et ce sera de plus en plus le cas, pour une durée longue. Elle va l'acheter une centaine d'euros, elle va payer un abonnement, elle va garder la donnée pour elle. Et quand un chargeur ou son assureur va demander la visibilité sur cette donnée, il va payer une option pour la visibilité du trip, c'est-à-dire je veux savoir depuis le moment où tu me livres le container vide jusqu'à ce que je te le restitue, où est exactement ce container, combien de fois il a été ouvert, etc. Ça se monétise. Donc, je ne sais pas si c'était une de vos questions, mais la donnée, forcément, elle va se monétiser et vous allez avoir des données unitaires, si bien que Alexis, lorsque un de ses clients va et lorsque Helvetia va vouloir utiliser cette donnée-là, forcément, il va soit avoir acheté le tracker lui-même et l'avoir positionné, et il va avoir des coûts associés, soit il va payer. Alors, c'est pas si cher que ça aujourd'hui, c'est 35 $ pour un container. Alors si vous en avez 100 000, ça devient cher. C'est beaucoup plus cher que la donnée disponible qui est basée sur les AIS ou les EDI, qui sont des données qu'on monétise aujourd'hui à 1 ou 2 € l'expédition pour savoir à peu près où se trouve le container. C'est une donnée qui n'est pas forcément fiable, en tout cas pas forcément tout le temps à jour, contrairement à la donnée qui émane d'un tracker et qui vient vous donner sa position quasi en temps réel à un endroit donné. Mais il faut l'acheter aujourd'hui, et où il faut la demander, parce que généralement, quand un armateur travaille avec Apple et qu'Apple fait 100 000 containers avec lui dans l'année, Apple peut très bien demander que cette option soit plus une option. Et donc son assureur en bénéficie généralement.
Alors là, on a fait un tour d'horizon un peu de l'impact positif, des bénéfices de vos solutions respectives, mais il y a quand même des freins à l'adoption, forcément, qui retiennent peut-être encore les assureurs. Et puis, je pense notamment au risque cyber, parce que vous collectez, vous partagez, vous récoltez de la data, et donc j'imagine que du côté des assureurs, Alexis, est-ce qu'il y a cette crainte aussi dans le partage de données ? Forcément, enfin, on est quand même dans un domaine où la donnée, notamment personnelle, est assez confidentielle et importante. Donc, il y a des craintes sur, notamment, enfin, nous, quand on commence à travailler avec certains fournisseurs, on demande quand même beaucoup de choses avant de commencer réellement à travailler pour s'assurer de la sécurité, je dirais, du sérieux de chaque fournisseur. Après, aujourd'hui, si on parle des freins aussi, en général, que nous on a en tant que compagnie d'assurance, c'est déjà que ce type de technologie, même si on en parle depuis quelques années, mais est encore assez méconnu, je dirais, du monde de l'assurance. On y vient petit à petit, mais on est encore, je dirais, dans une époque où il faut continuer à convaincre nos courtiers, nos assurés à la mise en place de ce type de solution, tout en expliquant nous les projets, notre retour d'expérience qui est plutôt, je dirais, positif. Donc ça, c'est un point. Et le coût aussi, bon, comme l'a évoqué un peu Cédric, même si globalement unitairement ça paraît peu cher, mais c'est vrai que dès qu'on a une masse, très vite ça peut coûter de l'argent, et donc ça reste un frein aujourd'hui pour équiper des assurés de ce type de technologie, le coût, même si je dirais on a un futur plutôt positif, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à cette question, et notamment on a un petit peu parlé aussi à ParisMath, mais on lance de plus en plus de nanosatellites qui sont des satellites un petit peu plus low cost et qui vont permettre de réduire les coûts télécoms, parce que la plupart de ces technologies sont basées là-dessus, et qui vont permettre, voilà, d'avoir des solutions plus abordables, je dirais. Chez Predictis, Louis, vous avez d'ailleurs dit le mot tout à l'heure, c'est sécurisé. Est-ce que justement, vous l'avez souligné parce que c'est une crainte dont vous font part vos clients potentiels, les assureurs comme les autres, justement, de bah oui, mais il faut que je vous donne un peu de mes data et j'ai pas très envie. C'est clairement une crainte, et clairement ça me coûte un pognon pas possible. Parce que le fait de travailler avec un certain nombre d'acteurs du monde de la banque, de l'assurance, et évidemment des cabinets d'avocats qui ont des données qui sont non seulement extrêmement précieuses, mais qui en plus sont soumis au secret professionnel, ça nous a obligés à adopter tout un tas de mesures pour garantir du mieux qu'on peut la sécurité de ces données. C'est ajouté récemment un élément qui est important, notamment sur la problématique de la Gen AI. Vous le savez certainement, un des soucis de cette technologie, c'est le risque d'hallucination. On a beau essayer de fonctionner par ce qu'on appelle le RAG, qui permet d'aller piocher dans une base de documents qu'on a nous-mêmes encadrés, nous-mêmes contrôlés, il demeure qu'il y a un risque d'hallucination. Donc on a un peu hésité entre le fait de faire de l'entraînement, d'adapter un modèle de langue, un LLM sur des bases de données clients, ou bien de continuer à fonctionner en mode RAG. Quoi qu'il en soit, on doit être extrêmement prêt pour pouvoir manipuler la donnée de clients. Donc ça, je pense que ça a illustré le besoin d'avoir des prestataires dans lesquels on peut avoir confiance, puisque au cours de projet, il peut y avoir des modifications d'infrastructure, il peut y avoir de la manipulation de données, donc ça nécessite un choix qui est extrêmement vigilant. Là-dessus, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des normes qui permettent d'encadrer ça. La norme SOC 2, quand on est plutôt US-based, elle donne quand même un bon panel de mesures. Ma préférée, c'est évidemment ISO 27001, parce qu'elle est tellement dure à obtenir que le peu qui arrive, je sais que c'est sérieux, donc voilà, c'est généralement celle sur laquelle on s'appuie en France. Voilà, choisissez des prestats qui sont ISO 27001, c'est tellement dur à avoir que... C'est gage de qualité. Ouais. Julie Guédon, est-ce que c'est aussi ce qu'on peut vous faire éventuellement remonter dans les freins à l'adoption de vos services, ou est-ce que c'est plutôt le coût qu'évoquait également Alexis? Qu'est-ce qui remonte en premier? Alors nous, c'est vrai qu'on est challengé en permanence, non pas par rapport à la sécurité, mais plutôt par rapport à la fiabilité de nos données. C'est pourquoi on a pris le parti de ne pas se limiter en termes de sources, et qu'on est toujours ouvert à rajouter des sources de données qui seraient de fournisseurs qu'on ne connaît pas encore, ou des données internes à nos clients.
Un frein, en revanche, qu'on observe souvent, c'est certains de nos utilisateurs qui peuvent être un peu frileux à l'heure d'adopter une nouvelle solution. On utilise tous au quotidien énormément d'outils. Il y a certains outils qu'on va plus ou moins utiliser. Ça peut aussi générer une petite appréhension de devoir mettre en place une nouvelle solution. Donc nous, c'est vrai qu'on propose des solutions disponibles sous forme de plateforme, de visualisation, mais on a aussi décidé de proposer juste la donnée, notre donnée enrichie, qui permet justement d'être intégrée dans d'autres solutions. Et donc nos utilisateurs n'ont pas à réutiliser un outil en plus. Donc c'est totalement transparent pour eux, mais ça leur permet d'avoir accès à une source complémentaire de données qui leur donne plus de visibilité sur leur quotidien. Et chez Mitrisc, Laurent Barbagli, les freins éventuels, s'il y en a forcément. Très peu, très peu. Oui, bien sûr. C'est plutôt tech, c'est plutôt financier, c'est plutôt le partage de données. Donc, il peut y avoir un challenge sur la fiabilité de la donnée. Parce que nous, on est convaincus que notre donnée est fiable, puisqu'on a travaillé pendant des années à faire le mapping des sources de données mondiales, à être en veille permanente. Comme je lui le dis aussi, avoir des sources différentes pour la même donnée pour pouvoir challenger. Recouper, oui. Pour recouper. Donc en fait, on le démontre, on l'explique. Et c'est un frein qu'on trouve assez vite levé. Enfin, ils ont compris qu'on ne fait pas ce que Churchill disait, si vous vous souvenez, qu'il ne croyait que dans les statistiques qu'il avait lui-même falsifiées. Donc nous, on fait le contraire et on le démontre. Il peut y avoir un frein sur la peur du changement, la peur de l'innovation. C'est vrai que j'ai des assureurs qui ont pu me dire mais en fait la machine va nous remplacer. Je dis bah non, pas du tout. Il y a toujours eu dans l'histoire du business des sauts de productivité. Là il y a un saut de productivité qui est à ton service et on va le mettre à ton service et on est en mode collaboratif. On n'est pas là pour chambouler. Et donc c'est un frein aussi qu'on arrive à lever avec pédagogie, puis avec les premiers cas d'usage. Le troisième frein peut-être, c'est parfois il y a des acteurs qui se disent on va passer des ténèbres à la lumière, on va tout changer. Notre expérience démontre qu'il vaut mieux commencer par des cas d'usage simples, rapides, on aime bien dire parfois en opération commando ou en quelques semaines, on délivre, on met en place un cas d'usage et on voit le retour sur investissement rapide et l'utilisateur le voit lui-même sur son boulot au quotidien. Voilà à peu près comment on essaye de gérer les freins qu'on peut rencontrer. De manière progressive. Damien Pigache, chez Unseen Labs, quelles sont les inquiétudes de vos clients éventuels? Les inquiétudes éventuelles de vos clients, oui, ils sont bien là. La sécurité, c'est pas vraiment un sujet. Historiquement, on a tout de suite travaillé dans le secteur de la défense. Donc, la marine est un de nos gros clients. Donc, c'était un prérequis qui était fondamental. Nos données sont chiffrées depuis la transmission du satellite jusqu'à l'arrivée dans nos serveurs. On travaille avec beaucoup de navies de pays alliés qui ont des fortes zones économiques exclusives aussi. Donc on transmet beaucoup de données et elle est évidemment, le côté sécurité de cette information est prépondérant. Le frein, je partage un peu ce qui a été dit ici, c'est qu'on est sur une donnée assez innovante. On passe beaucoup de temps à évangéliser, la radiofréquence ça ne dit pas grand chose à grand monde et quand on parle de data ça fait peur, on peut penser qu'on envoie des fichiers Excel avec des codes. Unseen Labs c'est surtout des analystes qui vont analyser cette data, on envoie des rapports d'intelligence sur toutes les situations qu'on a trouvées, on a une plateforme de visualisation pour pouvoir lire et regarder cette data. Donc le frein se lève vite, mais en tout cas on prend assez peur d'une entreprise du New Space qui envoie de la data au début. Ouais. Cédric Rosemont, est-ce que vous avez le sentiment que peut-être aussi le cadre réglementaire pourrait être un petit peu plus incitatif? Oui, c'est une réalité. L'usage de vos solutions. C'est une réalité, en fait. C'est surtout le fait de venir résoudre un problème, soigner une douleur. Parce qu'on parle tous de vous aider à aller un peu mieux, mais vous allez pas mal, en fait. Enfin, le marché tel que vous le faites aujourd'hui, même si... voilà, il est à son niveau de maturité, vous savez régir les primes, vous savez à peu près vos taux de sinistre. Si demain vous avez une énorme douleur et qu'on vient avec une solution, vous la prendrez. Là, on parle tous de vous aider à aller un peu mieux sur le long terme, comme si on vous fournissait des vitamines, pas Doliprane pour le mal de tête. Désolé pour la marque. Mais il y a une vraie douleur aujourd'hui, c'est le contexte effectivement de la sécurisation des containers pour éviter que des centaines de tonnes de cocaïne arrivent sur l'Europe. C'est une vraie douleur qui est connue en Europe aujourd'hui.
Les armateurs en sont involontairement pas partenaires, mais permettent, parce qu'ils font des trafics licites avec leurs clients, que ces marchandises arrivent. Jusqu'à ce qu'un contexte réglementaire leur dise « Bon, ben maintenant, on ne va pas te laisser passer un container qui pourrait venir d'Amérique latine avec 1 tonne, 9 tonnes. Je crois que dernièrement, on a vu 9 tonnes de cocaïne à la place de 9 tonnes de bananes dans un container. Un seul. Et donc, ce contexte réglementaire les incite tous à mettre des solutions en place. En tout cas, de mon point de vue, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est que ce contexte réglementaire, cette douleur ressentie par une des parties prenantes, amène au déploiement des solutions. Et c'est ce que je vous disais en introduction, ces solutions vont vous servir. C'était également le cas pour les inspections préalables au trajet des containers réfrigérés. Dans tous les dépôts du monde, il est obligatoire d'inspecter le container réfrigéré pour être sûr qu'il va tenir la bonne température, 13 degrés pour les bananes, moins 12, etc. Si on peut le faire à distance maintenant avec des containers connectés, c'est autant de manpower, d'hommes en moins qui sont sur le terrain et donc du saving. Donc soit on arrive à résoudre un problème, soit on arrive à réduire des coûts pour celui qui l'achète, et donc la solution va se déployer, soit on peut vous vendre énormément de bénéfices, mais si ça marche bien tel que ça marche aujourd'hui, pourquoi ? Alors la sécurité, c'est toujours un problème, parce qu'aujourd'hui, justement, on traite des sujets qui nécessitent d'avoir une donnée sécurisée. Il faut savoir quand même que ceux qui introduisent justement des marchandises illicites dans des containers, ils ne devinent pas si ce container-là, il va bien en Europe pour y mettre la cocaïne, ou s'il va bien à tel endroit pour que leur supply chain soit bien remplie. Ils vont la chercher quelque part, soit par la corruption des personnels, et donc même jusqu'à notre échelle, chez Traxens, on fait du screening de personnel et on veille à ce que les données qui doivent être sécurisées soient sécurisées. Alors il nous reste quelques minutes, vous êtes 6, donc je vais vous demander d'être concis. J'aimerais quand même, on parle d'innovation, on parle d'évolution de R&D, que chacun vous partagez avec nous votre coup d'après là. Quel est l'objectif que vous avez en tête pour l'année à venir? Allez, Laurent Barbagli, on va commencer avec vous. En 2024, à fort de ce qu'on a fait sur les corps de navires, là on est en train de sortir un scoring des trading commodities. Voilà, en prenant en compte les données climatiques, les données de mer, de navigation, les routes, la qualité des bateaux. On se lance sur un programme de R&D en cargo également, avec un enjeu, c'est comment l'IA peut aider à avancer sur les sujets d'accumulation des cargos sur des zones compliquées. Le vieux serpent de mer historique de l'assurance. On a des convictions fortes et des premières avancées, donc on va pousser ça. Et vous ne m'avez pas posé la question, mais 2025, on va commencer à travailler sur le cyber et l'assurance paramétrique. C'est très clair, merci. Alexis, chez Helvetia? Chez Helvetia, déjà continuer le déploiement des objets connectés, qui est un travail en soi. Et puis après, nous, chez Helvetia, on a une approche, je dirais, assez agile et opportuniste de l'innovation. Donc on essaye d'aller aussi là où ça nous semble important. Clairement, le sujet de l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde ici travaille sur le sujet. C'est le cas à Helvetia. Nous, on travaille actuellement sur de l'aide à la gestion de sinistres automatisés par intelligence artificielle. Donc c'est comment aider les chargés d'indemnisation à tout simplement être aidés dans leurs tâches de gestion de sinistres grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt des beaux projets et qui fonctionnent assez bien finalement. Donc voilà. Chez Synet, Julie Guédon. Alors notre ambition chez Synet, c'est de continuer à innover en proposant des solutions pertinentes qui répondent aux défis de l'industrie maritime. On travaille notamment sur un projet qui est financé par Corimer qui s'appelle BioShip. Ce projet, c'est de proposer une sorte de Yuka des mers, c'est-à-dire un système de comparaison des navires ou des différentes flottes de navires qui permettrait de comparer et surtout de mesurer l'impact environnemental de ces navires. Donc on va rassembler sur une même plateforme toutes les données liées au CO2, au bruit, à l'entrée aussi de ces navires dans des zones protégées ou des zones à risque, au temps d'attente et aux prédictions plus ou moins fiables. Et donc tout ce qu'on est en train de faire déjà depuis des années s'inscrit dans la continuité justement de ce projet qu'on essaye de mettre en place. Alors ça ne va pas se faire en quelques mois, mais en tout cas c'est notre objectif de lancer ce produit cette année. Donc on vous souhaite autant de succès que Yuka et pour les autres produits. En tout cas c'est prometteur. Pour Predictis. Dans notre quête pour devenir le leader de l'IA juridique, je sens qu'il y a un endroit sur lequel il faut insister, parce que c'est là où se niche vraiment l'outil ultime.
c'est dans sa capacité à traiter à la fois toute l'information juridique externe et toute l'information interne et à réunir ça de façon fluide. Pour le moment, on a encore un peu de mal à soit rendre ces projets-là simples et le moins coûteux possible pour nos clients, soit à bien les faire fonctionner ensuite, notamment parce que les interfaces dans la plateforme sont un peu différentes. Soit vous interrogez des données externes, soit vous interrogez des données internes, et tout ça n'est pas encore très fluide. Et on pense qu'une des astuces réside dans la création d'un add-in Word. Comme quoi, à la fin, c'est Microsoft le papa de tous les produits tech, pour embarquer directement au sein de l'outil de rédaction de quasiment tous les juristes en Europe, un outil d'IA générative qui peut à la fois l'aider à rédiger en allant piocher dans les textes de loi, les décisions de justice, mais aussi, s'il le souhaite, en allant piocher dans sa donnée interne, dans les dernières clauses qui ont été rédigées, dans les dernières conditions générales, et à pouvoir comme ça avoir une dynamique qui est fluide et directement dans le lieu de production où il est, à savoir Microsoft Word. Alors, c'est en version bêta, ce sera déployé de façon, je dirais, un petit peu plus large, j'espère, à la rentrée de septembre. Chez Unseen Labs, vous voulez accroître le nombre de satellites? La première ambition, c'est d'accroître notre constellation actuelle. Donc à date, 13 satellites, 15 d'ici un mois et 20, on espère, d'ici la fin de l'année. Donc toujours spécialisés dans la surveillance maritime. On a levé 85 millions d'euros là en début d'année et une partie de cette somme, ça va être sur la prochaine constellation sur laquelle on commence à travailler. On va parler là de satellites beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants, beaucoup plus précis, qui vont couvrir des zones immenses à chaque passage du satellite autour de la Terre. Et on travaille non seulement à ce que ces satellites puissent surveiller le monde maritime, mais aussi le terrestre et aussi le côté spatial. C'est-à-dire qu'on puisse capter les ondes de radiofréquences qui sont émises dans l'espace. Voilà. Donc ça, c'est à échelle de 2-3 ans qu'on va faire les premiers tirs sur ces nouveaux types de satellites. Et Cédric Rosemont pour Traxens. Il y a 2 innovations que je voudrais vous partager aujourd'hui. La première, alors une innovation, vous allez me dire, c'est plutôt un défaut de la solution actuelle. On utilise les réseaux cellulaires parce que les réseaux satellitaires coûtent encore trop cher, etc. Les réseaux cellulaires, à partir du moment où on est en mer, il n'y en a plus. Et donc on enregistre tout ce qui se passe comme une boîte noire et on envoie tout sur les serveurs à partir du moment où le container arrive à destination ou sur un port de transbordement. On est en train de démarrer les équipements sur les bateaux des grandes compagnies maritimes, de passerelles cellulaires privées qui permettent aussi de recevoir la donnée en temps réel, et ça va surtout apporter un avantage pour un sujet dont vous parlez beaucoup en ce moment, qui est la détection des départs de feu. On sait détecter les températures qui vont suivre une tendance qui n'est pas normale. C'est-à-dire qu'un container, même s'il passe d'une zone froide en plein soleil et qui peut monter jusqu'à 45-50 degrés, il ne le fait jamais aussi vite que quand il y a un feu à l'intérieur. Et donc grâce à ça, aujourd'hui, on va pouvoir être capable d'alerter à bord l'équipage d'un container qui aurait une tendance à chauffer beaucoup trop rapidement, donc départ de feu et notamment dans le cadre des transports de batteries lithium, etc. Donc ça, c'est la première innovation. Et la deuxième, sur la détection des ouvertures de portes qui est si importante pour le sujet notamment des trafics illicites, on a décidé aujourd'hui en fait de partager avec nos partenaires dans l'industrie des smart containers les brevets qu'on a pu mettre en place ces dernières années pour une détection fiable de l'ouverture de porte. Parce que c'est pas si simple que ça de détecter une ouverture de porte. D'aucuns essaient en captant la lumière, mais les containers sont troués parfois. La lumière, il n'y en a pas toujours quand il est ouvert. Les cartels le savent ou les malfaiteurs le savent. Donc on a aussi breveté des solutions aujourd'hui infalsifiables et on veut les mettre à la disposition de tous. Parce qu'en fait, on pense réellement que ce n'est pas une solution qui doit s'imposer, ça doit être un standard proposé par toutes les compagnies maritimes pour que les autorités puissent en jouir. Et demain donc, que vous puissiez en jouir aussi pour les biens à forte valeur marchande. Donc c'est les 2 gros sujets du moment et la collaboration avec les compagnies maritimes est très importante pour ça. Bien, un grand merci à tous les 6 pour avoir partagé avec nous, avec cette audience, vos projets qu'on va essayer de suivre de très près. Ça a l'air très intéressant. On peut vous applaudir. Merci à vous. Je vous invite à regagner le public.